Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la Chine, de comment la Chine finalement a provoqué un véritable crack des matières premières. On va aborder plusieurs dimensions. Tout d'abord, on va revenir sur l'or, pourquoi l'or récemment a fortement baissé. Deuxièmement, on va revenir sur les matières premières. Vous avez vu, les matières premières ont flambé récemment avant de baisser fortement. On va revenir sur l'intervention de la Chine et pourquoi la Chine est intervenue. Juste pour info, la Chine, c'est quasiment 50% de la consommation mondiale des matières premières, notamment pour la production. D'accord, les métaux et compagnie, c'est la Chine. Donc, vous voyez l'importance de la Chine au niveau de l'économie mondiale et vous voyez également l'importance de la Chine au niveau des marchés financiers internationaux. Enfin, bon, il y aura une conclusion et bien évidemment, je vous dirai ce que je pense de cet épisode. On va commencer par ici rapidement revenir sur les cours de l'or. Vous voyez que l'or s'est littéralement effondré, mais il n'y a pas que l'or, hein. On a toutes les matières premières qui ont fortement baissé. Alors le Bitcoin, qui n'est pas une matière première, hein, mais on est bien d'accord qu'aujourd'hui, on le compare de plus en plus à de l'or digital. Donc, vous voyez que le Bitcoin, pour le moment, nous fait son range. On a eu cette petite tentative, mais pour le moment, et je reste fidèle à mon analyse, tant qu'on est dans ce range, vous voyez cette grosse bougie de contrôle, voilà, il faut au moins attendre la cassure par le haut, par le bas. Pour le moment, il n'y a rien du tout. Ensuite, on a le cuivre. Alors, le cuivre, il faut savoir que c'est extrêmement important pour la production automobile et autres. Et là, vous voyez que le cuivre baisse assez fortement depuis ses plus hauts. Alors, les plus hauts, il les a fait le 10 mai. Et depuis le 10 mai, on a une baisse de 14%, ce qui n'est pas rien. Le palladium, regardez, c'est une chute juste vertigineuse hier. Le palladium, il a perdu 11,26%. Le pétrole, alors bon, c'est pas aussi méchant, notamment lié à la hausse, mais malgré tout, voilà, l'argent. Voilà, bref, vous avez compris le maïs, le riz, d'accord? Donc on voit qu'il y a beaucoup de matières premières qui sont en train de baisser. Je vais me focaliser, hein, il y aura probablement une autre vidéo sur les matières premières, mais je vais me focaliser ici sur l'or et sur la Chine et la puissance de la Chine. Alors, l'or, on est bien d'accord que récemment, je vous ai fait une vidéo, je vous ai parlé de Paul Tudor Jones, d'accord? Je vous avais dit, Paul Tudor Jones, j'aime beaucoup, etc. Et Paul Tudor Jones, juste avant, il a dit attention, attention, gros risque d'inflation. Et moi, mon argent, je le mets sur le Bitcoin, sur l'or, sur les matières premières, etc. Il a dit, je mets la règle des 5, 5, 5, 5. Tout le monde s'en souvient. Et Paul Tudor Jones, il a dit, voilà, il ne faut pas se voiler la face, il y a de l'inflation. Et le risque est bien présent. Et il a également dit, oui, mais 80%, ben, j'attends de voir ce qui va se passer. C'est très intelligent de sa part. C'est-à-dire, ok, là j'ai mis ça, oui, je suis très chaud sur le Bitcoin, très chaud sur... Parce qu'il y a le risque d'inflation, mais je mets 80%, on ne sait jamais. Et là, en fait, ce qui est intéressant avec ce qui vient de se passer, c'est que on voit l'or baisser fortement. Alors, pourquoi? D'autant plus que la Fed, hein, la Réserve fédérale américaine, a bien annoncé que l'inflation était de retour. Ils ont dit, voilà, il y a de l'inflation, il y a un danger d'inflation. Alors pourquoi l'or baisse? Alors que, on le sait très bien, quand l'inflation augmente, on recherche une valeur refuge. Et la valeur refuge par excellence, c'est l'or, mais c'est également les matières premières. Pourquoi l'or baisse? Et c'est là où, moi, encore une fois, je vous dis, on s'en fiche des explications. Moi, je suis économiste, hein, malgré tout. J'ai fait quelques petites études en économie, agrégation d'économie, master en finance et compagnie. Mais j'ai presque envie de dire, j'ai toujours, dès le départ, dès que j'ai démarré dans mes études en finance, j'ai compris que le plus important sur les marchés, c'était la psychologie. D'accord? Et que tu peux avoir toutes les explications fondamentales au monde, ça vaut zéro si le marché a décidé que ça valait zéro. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est quoi l'interprétation du marché? Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais Tammy, mais pourquoi? Pourquoi ça baisse? Alors que la Fed nous dit qu'il y a de l'inflation. Ben, c'est très simple.
la Fed a dit il y a de l'inflation, on va probablement augmenter les taux d'intérêt. Et qui dit augmenter les taux d'intérêt dit que l'or, d'accord, diminue. Pourquoi l'intérêt de l'or diminue? Pourquoi? Parce que si les taux d'intérêt sont suffisamment élevés, on préférera placer son argent sur l'or. Waouh, magnifique raisonnement. Ben, c'est le raisonnement actuel des économistes. Et ce que j'ai envie de vous dire avec ce raisonnement, il tient la route, mais on voit bien qu'on peut faire dire ce qu'on veut au marché. C'est-à-dire que là, ce que je vous dis, ça tient la route, et demain, on aura un autre raisonnement, et après-demain, on aura un autre raisonnement, etc. C'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur l'analyse technique, sur la psychologie des marchés, et sur le fait d'avoir une distance par rapport au bruit quotidien des marchés. Donc, première explication, pourquoi l'or a baissé? Parce que les taux d'intérêt sont extrêmement élevés. Et si, bien évidemment, les taux d'intérêt augmentent, sachant que l'or, d'accord, offre zéro rémunération, d'accord, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de dividende, il n'y a rien du tout, les investisseurs se disent, tiens, ça vaut le coup d'acheter, de vendre de l'or et d'investir, bien évidemment, sur des bons du trésor ou des obligations. L'autre point intéressant, c'est que comme on a appris que l'inflation pour la Fed, elle est évidente et qu'il y aura probablement une hausse des taux d'intérêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dollar redevient attrayant. Et c'est ce qui s'est passé. On a le dollar qui a explosé à la hausse par rapport à l'euro. D'accord? Vous voyez ici, on a d'ailleurs sur un plan technique, c'est magnifique. Regardez ici. Et le signal il a été donné par là. D'accord? Sur un plan technique. Et puis on a eu cette chute. Et pour le moment, on est toujours vendeur à court terme, moyen terme sur l'euro. À plus long terme, en weekly, on est toujours au-dessus de la zone de neutralité. On commence à voir des divergences. Mais comme je vous l'avais dit, encore une fois, quand on prend une perspective très, 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 très long terme sur l'euro-dollar, d'accord, c'est une grosse fourchette pour nous. Et cette fourchette, elle a démarré en 2014 et on est dedans. Donc effectivement, il n'y a rien d'exceptionnel pour moi. On est dans une grosse fourchette. Voilà. Pour l'instant, tant que ça n'a pas cassé par le bas, voilà, ça peut baisser, puis ça peut remonter. Donc on est, voilà, c'est deux grosses puissances, deux grosses zones économiques. Et bien évidemment, elles veulent qu'il n'y ait pas trop de décalage pour des raisons évidentes sur un plan business et compagnie. L'Allemagne, par exemple, exporte énormément vers les États-Unis et les États-Unis exportent énormément vers l'Europe. Hein, et donc, à partir de là, on a besoin que ça se tienne. Donc, ça, c'est le premier raisonnement par rapport à l'or. Pourquoi l'or a fortement baissé? Ce que je viens de vous expliquer, hausse des taux d'intérêt, comment dirais-je, le dollar qui redevient attrayant, etc. Le deuxième point, c'est finalement les matières premières. Vous savez, les matières premières ont fortement augmenté. Et beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi le pétrole il a explosé à la hausse, le cuivre, le palladium et compagnie. Et en fait, je vous l'ai expliqué précédemment, la première raison, c'est la Chine. On a une hausse de la production en Chine, un redémarrage de la production en Chine. Et comme il y a un redémarrage de la production, la Chine consomme des matières premières. Et la Chine, c'est 50%, d'accord, des matières premières dans le monde. La moitié des matières premières dans le monde, c'est pour vous dire le poids énorme de la Chine. On a également des tensions sur les métaux précieux, c'est sur, comment dirais-je, sur toutes les places boursières internationales, notamment sur le cuivre. L'indice des métals du London Metal Exchange a atteint des niveaux historiques et c'est du jamais vu depuis 10 ans. D'accord, on a eu effectivement une hausse historique de pas mal de métaux, ces métaux qui sont utilisés pour la production industrielle, notamment le cuivre qui est beaucoup utilisé pour l'électricité, etc., la construction. Ça a enregistré, le cuivre a enregistré des niveaux records, c'est du jamais vu depuis effectivement des années, des années et des années. Donc ça c'est vraiment voilà, le pourquoi de la hausse et bien évidemment, et ça je vais y arriver juste après, la demande qui devient supérieure à l'offre.
Et pas n'importe quelle demande, la demande spéculative. Alors rappelez-vous, on a parlé de GameStop, on a parlé de AMC, d'accord? Et on a vu des phénomènes qui défient l'entendement, c'est-à-dire que il n'y a pas une hausse qui s'explique par les fondamentaux, d'accord? Mais la hausse, elle s'explique d'abord et avant tout par de la psychologie, par des forums, par des comportements moutonniers. D'accord? Donc on n'est pas sur quelque chose de raisonnable, de logique, de réfléchi. On est dans de la pure folie spéculative. Donc les fondamentaux sont complètement dépassés dans ce cas de figure. Et donc à partir de là, vous avez la Chine qui aujourd'hui est en difficulté. Pourquoi? Parce que la Chine qui dit hausse du prix des matières premières, ça veut dire une hausse des coûts de production, parce que bien évidemment, si un constructeur automobile achète des matières premières bien plus chères, eh bien ça va se répercuter sur le coût de production. Qui dit une hausse des coûts de production dit une hausse de l'inflation et donc probablement une baisse de la reprise économique et une baisse de la croissance économique parce qu'il y a quand même des risques. Et la Chine va être obligée d'augmenter les taux d'intérêt pour éviter l'inflation. Et une hausse des taux d'intérêt, tout le monde le sait, ça freine l'économie. Donc on voit ici que la hausse des matières premières pose problème à la Chine, mais pas qu'à la Chine. Elle pose problème dans le monde entier. Et donc la Chine, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle s'est dit, OK, on va éviter finalement ce scénario de pénurie, ce scénario de hausse vraiment vertigineuse. Et là, on va puiser dans nos réserves de matières premières pour enrayer la flambée des métaux. C'est quoi les réserves? C'est un pays qui se dit, OK, je vais acheter, d'accord, je vais stocker des matières premières pour faire face à des situations imprévues. Et aujourd'hui, la Chine a beaucoup acheté. Et je me souviens quand il y a eu le Covid, beaucoup de gens ont paniqué et la Chine faisait partie des grands traders. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à acheter massivement des matières premières. Pourquoi? Parce que c'est un État, parce qu'ils sont très très puissants et parce que la Chine a une vision long terme. Même si ça avait continué à baisser, ils s'en fichaient parce que pour eux, sur un plan stratégique, ça valait le coup d'acheter. Et donc la Chine est en train de puiser dans ses réserves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils arrêtent d'acheter sur les marchés internationaux et ils commencent à se dire, OK, nous, on ne va plus acheter, mais par contre, on va utiliser nos réserves. Et ça fait baisser les prix. Ça veut dire qu'ils augmentent, et encore une fois, ça c'est très très important en économie, on a ce phénomène de l'offre. D'accord? Si l'offre, elle est inférieure à la demande, les prix augmentent. On est d'accord? Donc si vous avez beaucoup de demandes et une offre qui est réduite, la rareté, les prix augmentent. Mais là, la Chine, elle se dit, OK, la demande, elle est importante, l'offre, elle est réduite. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter l'offre. Premièrement, en puisant dans nos réserves et bien évidemment en permettant aux producteurs d'avoir des matières premières à bon prix. Deuxième chose, donc ça c'est là, on va diminuer la demande. Et la demande, on va la diminuer à quel niveau? On va la diminuer au niveau des spéculateurs. Et alors là, c'est énorme et je voulais vous montrer ce qu'a fait la Chine parce que c'est important. Ici, vous voyez, les prix à la production en Chine ont connu leur plus forte progression en 13 ans en mai. Donc 13 ans, jamais vu. En raison du redémarrage, bien sûr, voilà, la Chine engloutit la moitié des matières premières dans le monde, etc. Et ici, regardez, aussi étonnant que cela puisse paraître, 85% des investisseurs sur ces marchés sont des particuliers. Donc, et la spéculation sur les marchés à terme de Dalian et de Shanghai, sur les matières premières, 85% de particuliers. Et les Chinois, c'est des super spéculateurs. Les gars, ils adorent ça. Et donc, ils ont créé une bulle
artificielle, parce que derrière, la hausse appelle la hausse. On est dans de la pure psychologie. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Je vous ai parlé des fondamentaux. Je vous ai dit, parfois, les fondamentaux, on s'en fiche. Focalisons-nous sur les cours boursiers. Et là, 85% des investisseurs sur ces marchés sont des particuliers. Et c'est de la pure spéculation. Et donc, face à la percée du minerai de fer au-delà des 200 $, l'opérateur de la bourse de Dalian s'est engagé à sévèrement punir toute violation des règles de trading sur le minerai de fer et rétrécir les limites quotidiennes de variation maximale de prix. Pour écarter du marché certains boursicoteurs qui nous restent la volatilité, la bourse a renforcé ses exigences en matière de marge réglementaire, un coussin d'un un. Voilà, donc c'est extrêmement intéressant. Et encore une fois, on en revient à ces particuliers qui commencent à faire le jeu, la pluie et le beau temps sur les marchés financiers. Et même en Chine, c'est le cas. Et donc la Chine a tapé fort justement pour éviter effectivement ce phénomène. Donc la Chine, comme je vous l'ai dit, elle a augmenté son offre. Donc elle a puisé dans ses stocks stratégiques. Donc elle a dit OK. Et autre point important, c'est qu'elle a demandé aux entreprises publiques de limiter les expositions aux marchés internationaux. Elle a dit aux entreprises publiques, n'achetez plus ou limitez vos achats sur les marchés internationaux pour diminuer, encore une fois, la demande. Donc vous voyez ce qu'a fait la Chine, hausse de l'offre, baisse de la demande. Et on voit la puissance de la Chine et bien évidemment la capacité de la Chine à réagir rapidement et avoir un vrai impact. On l'a vu également sur le Bitcoin. La hausse des matières premières, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, est dangereuse pour la reprise chinoise. Et donc la meilleure manière pour la Chine de se protéger, c'est d'attaquer, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc conclusion, et finalement, et juste avant de conclure, je voulais revenir rapidement sur ça, sur cet article. Donc ici, voilà, c'est un article qui est top de CNBC. Et là, vous voyez les matières premières. D'accord? Et vous voyez le comportement des matières premières en une semaine. Donc l'énergie, bon, ça baisse, mais ce n'est pas méchant. Les métaux, vous avez le platinum qui perd 8%, l'argent 8%, le cuivre 7,9% en une semaine. Vous avez également nourriture, matériaux, etc. Lumber, c'est le bois, le coton, le café, le sucre, le jus d'orange, ça, le maïs, moins 21%. Soybeans, moins 15%. Également, voilà, viande animale et compagnie, moins 10% pour l'Inhox. Et c'est juste incroyable, et on voit encore une fois la puissance de la Chine et la capacité à impacter les marchés financiers internationaux. Donc ici, je vais vraiment conclure par rapport à cet épisode. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Est-ce que la Chine peut influencer durablement les marchés? Pour moi, la réponse est non. Pourquoi? Parce que tu peux avoir un impact à court terme, à moyen terme, pas à long terme. Alors bien sûr, elle va changer les règles. On a vu que la Chine a été très très intelligente, elle a vraiment sévi, elle a été très très forte, mais tu ne peux pas empêcher un mouvement structurel. Donc si l'inflation est de retour, d'accord, clairement, ce n'est pas l'intervention de la Chine qui va empêcher la hausse des matières premières. Maintenant, encore une fois, ça peut faire mal, ça peut détruire des investisseurs ou des spéculateurs, je dirais plus des spéculateurs qui utilisent des effets de levier, etc. Et on a vu ici beaucoup de spéculateurs qui ont été détruits. Ça peut avoir un impact. Mais si l'inflation revient à long terme, la Chine ou les États-Unis ne pourront pas empêcher un mouvement structurel à la hausse. Mais ils peuvent faire beaucoup de dégâts à court, moyen terme, et je dirais même sur 6 mois, 1 an, ils peuvent faire des dégâts pour des raisons évidentes. Deuxième dimension importante, c'est l'importance de la diversification. D'accord? C'est-à-dire que beaucoup de gens expliquent que, l'or, il faut tout investir sur l'or. Ben non. Il faut tout investir sur les actions. Ben non. Il faut tout investir sur les obligations. Ben non. Et en fait, il faut vraiment avoir une approche diversifiée sur différents actifs, avoir une stratégie solide. Et je le dis et je le répète, hein, ça ne s'est pas trop bien comporté pour mon portefeuille récemment, mais ce n'est pas dramatique au sens où on a une diversification
et au sens où on est sur du long terme. Et c'est vraiment, pour moi, la clé de la réussite. Voilà, je voulais juste conclure en vous disant, n'oubliez pas de liker, de partager un max cette vidéo. Un dernier point, on a lancé une offre exceptionnelle sur nos programmes, sur tami.net/TKL. D'accord, c'est des réductions de 70 à 85% sur nos programmes. C'est la première fois qu'on le fait, je pense, en 10 ans qu'on fait ça. En fait, on permet aux gens d'avoir accès à nos programmes en individuel. Vous savez, on a vraiment un programme qui est juste énorme. Et auparavant, il fallait obligatoirement passer par TKL LFA pour rejoindre et accéder à nos programmes. Aujourd'hui, c'est possible d'accéder à des programmes individuels si vous le souhaitez. Sinon, c'est pas grave. Continuez de nous suivre, de mettre des likes, de mettre des commentaires. Et je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao, ciao. Bonjour, les amis. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous voulez agir? Est-ce que vous voulez agir? Parce que si c'est le cas, yes, je vous offre le livre audio Agir. Ce livre audio, c'est 22 € à la Fnac. Ce livre audio, c'est 8 heures de condensé, c'est 8 heures d'énergie, c'est 8 heures de motivation. Et c'est à toi aujourd'hui. Il suffit de cliquer au-dessus, en dessous. Clique, mon ami. Ciao!